Bonjour, merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. J-14 avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Les sondages se succèdent et placent toujours Alain Juppé et Nicolas Sarkozy dans un mano à mano. Nicolas Sarkozy, un candidat à part puisqu'il a déjà occupé la fonction de président de la République. Et Nicolas Sarkozy est notre invité ce midi. Bonjour Monsieur le Président. Je vous appelle comme ça, vous gardez le titre, même si vous n'avez plus la fonction. Merci, mais on va en parler. Invité. Asseyez-vous, je vous en prie. Et vous espérez, vous, être le candidat en 2017 après avoir été battu en 2012. Ce serait un scénario inédit, c'est passé 5 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont tourné la page? Les Français, on verra. On est à J-14, on verra leur réponse. Moi, je me sens plein d'énergie, plein de force. Et puis quand je vois l'insistance très sympathique que vous avez mise pour que je vienne, je me dis dans le fond, comme vos téléspectateurs, c'est la France profonde. Je dois me dire que vous dites ça doit encore intéresser quelqu'un. Avant de revenir sur la présidentielle en France, on va faire un détour par les États-Unis, puisqu'on saura mardi si Donald Trump, par hasard, pourrait être le prochain président américain. Si c'est lui, est-ce que ça vous inquiète? Parce que ça inquiète beaucoup de monde. Vous savez, je suis toujours étonné des jugements définitifs qui sont portés sur un pays étranger et ami. C'est les Américains qui choisiront. Quel que soit le président, on devra travailler avec lui. Notre intérêt à nous, la France, c'est d'avoir une Amérique apaisée et forte. Si c'est Trump, on travaillera avec lui. Mais Donald Trump, c'est une Amérique apaisée, ça? Donald Trump, vous savez, pour moi, c'est un symptôme, c'est pas une cause. Au lieu de se polariser sur Donald Trump, on devrait se demander pourquoi, avec un tel discours, il peut être le prochain président des États-Unis. Et quand vous dites ça, ça veut dire que ça vous inspire, que vous regardez ce qui se passe du côté de chez Donald Trump? Vous savez, moi, je suis assez proche d'Hillary Clinton, avec qui j'ai eu la chance de travailler, que je connais très bien et que j'ai revu encore il y a peu de temps. Mais la question qui est posée, c'est pourquoi un discours aussi outrancier, excessif, est-il entendu? Populiste, dit-on même. Moi, j'aime pas ce mot-là, parce que j'aime bien le mot peuple. Mais un discours qui fait écho à ce que pensent les Américains, l'Amérique profonde, exaspérés par la pensée unique. Et je pense que dans toutes nos démocraties, il y a ce mur d'une pensée unique qui fait que quand on parle d'islam, on est islamophobe. Quand on dit il y a trop d'immigration, on est raciste. Quand on dit les voyous en haut du pavé, on est sécuritaire. Ou quand on dit on veut défendre les intérêts de la France, on est nationaliste. Mais pour être clair, vous préférez quand même que ce soit Hillary Clinton? À titre personnel, oui. Mais en tant que responsable politique, je travaillerai avec celui que les Américains choisiront. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut écouter ce qui se dit dans l'Amérique de Trump. Donc vous en tirez des leçons aussi pour la France, pour votre campagne éventuellement. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est que l'Amérique de Trump, mais il y a un certain nombre de millions d'Américains qui écoutent ce qu'ils disent. Il a quand même passé l'épreuve des primaires d'un très grand parti, le Parti républicain. Vous parlez de vous en creux, on a l'impression. Merci, vous me comparez... Non, mais je ne vous compare pas à Trump, mais quand vous dites le politiquement correct, il a passé les primaires, lui... Non, vous savez, moi j'essaye de faire une campagne lucide, d'écouter ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Vous, à la télévision, à la radio, vous les politiques, vous ne parlez pas de la vie telle qu'on la vit. On n'en peut plus. Il y a une majorité silencieuse... Et Trump, il fait ça, lui? Avec outrance, avec excès. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'il a dit sur les femmes. Je n'aime pas une certaine forme de, comment dire, de langage ordinaire. Mais je dois regarder que en Grèce, c'est l'extrême gauche. En Espagne, Podemos fait des scores extraordinaires. 17 millions d'Anglais ont voulu sortir de l'Europe. En Italie, il y a un clown dont les amis ont gagné, par exemple, la mairie de Rome. Il y a un malaise de la démocratie. Ce malaise de la démocratie vient du fait qu'une forme de pensée unique interdit de présenter des solutions et de parler des problèmes tels que les gens les vivent. On va y revenir avec vous, justement. Juste un mot sur Barack Obama, que vous avez connu et avec qui vous avez travaillé. Est-ce que ça a été un bon président? Je pense que ça a été un symbole extraordinaire. Si vous voulez, pour les États-Unis, un président noir, c'était un symbole d'une force et d'une puissance exceptionnelle. Savez-vous que dans les années 70, dans le sud des États-Unis, il existait des restaurants où il était inscrit à l'entrée Colored people not welcome. Bon, il y a encore des policiers qui tuent des Noirs aussi aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Ça veut dire que c'était un symbole extraordinaire et de ce point de vue-là, il restera dans l'histoire. Est-ce que son bilan sera jugé comme positif? L'histoire le dira. Et vous, vous le jugez comme positif? Quand je vois la force de Trump aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même un lien entre ce qu'a fait Barack Obama pendant 2 mandats et aujourd'hui... Donc ça n'est pas un bilan positif? Donc c'est un échec. Je ne me permets pas de juger. Non, mais on a compris ça.
Si c'est le contraire, faut nous le dire, mais c'est ça que vous voulez dire. Non, mais ce que j'ai compris, c'est que vous voulez me faire dire absolument quelque chose que je n'ai pas envie de dire. Je ne Bon. suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. D'accord. Je dis qu'après 2 mandats de Obama, vous avez un Trump qui a 3 ou 4 jours, même pas, puisque c'est mardi, du résultat, vous avez un Trump très haut. Très haut. On va parler de la primaire en France, qui vous mobilise, évidemment. Bien Plus sûr. que 15 jours pour faire la différence avant le premier tour. Tout le monde doit passer par la case primaire. Le deuxième débat entre vous et les 6 autres candidats a eu lieu jeudi soir. On a suivi cette soirée, nous, aux côtés de militants dans un département que vous connaissez, c'est les Hauts-de-Seine. La droite, c'est une grande famille. La droite et le centre. Ils peuvent tous être présidents. Ça dépend ils ont tous des arguments. Moi, j'aurais préféré que le débat se passe en interne. Je suis assez peu favorable à ces déballages devant tout le monde. Qui avait dit si je Non, suis mais battu, attends, je ne reviendrai pas en politique. je vais venir. De chamailler, de créer des histoires aujourd'hui. Je ne regrette pas ta nomination. C'est très bien qu'après le 27, il faut que tout le monde soit derrière le candidat qui a été choisi. Je soutiens Bruno Le Maire, vous voyez, ça ne me dérange pas. Je voterai pour François Fillon. C'est clair et net. Oui. Mais tout le monde sait que ça se passera entre Juppé et Nicolas Sarkozy. Au premier tour, je vote Sarkozy. Si Sarkozy perd, je vote Juppé. Voilà. C'est un bosseur fini, il a une énergie remarquable. Je pense que Sarkozy aura beaucoup de mal à remonter la pente. Bon, il a fait des erreurs, c'est certain, mais je pense qu'il en a conscience. J'ai voté pour lui en 2007, en 2012. J'ai quand même été déçue par son quinquennat. Aucun président n'est jamais revenu, en fait. Ni temps passé, ni les amours reviennent, vous savez. Alors Nicolas Sarkozy, ce sont des proches, enfin des gens qu'on a interrogés. Vous voyez bien, il y a des doutes même dans votre camp, j'allais dire, et notamment certains qui vous disent vous avez fait des erreurs, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Qu'est-ce que vous dites à ces déçus du sarkozysme dans votre camp, Mais écoutez, qu'on ait fait des erreurs, bien sûr. Vous savez, il n'y a que ceux qui n'ont rien fait qui ne font pas d'erreurs. Ce que je leur dis, c'est que les défis que la France a affrontés sont immenses, que j'ai connu la fonction, que j'ai l'expérience de la fonction, que je veux mettre cette expérience de mes échecs et de mes succès au service de la France, et que moi, je n'aurais pas besoin d'une période probatoire. Et puis, je veux dire aussi autre chose. Vous savez, vous les avez interrogés, vous pouvez en interroger d'autres. Aucun ne vous parle de la crise de 2008-2010. Une crise d'une violence phénoménale. Oubliée, vous croyez qu'elle est oubliée? Non, parce que je pense qu'on l'a bien gérée, qu'on a protégé la France. Si je n'avais pas bien géré cette crise d'une violence phénoménale, est-ce que vous croyez qu'il ne vous en parlerait pas? Pas un Français n'a perdu ses économies. Imaginez si une telle crise avait été vécue alors que François Hollande était président de la République. Vous disiez, il y a eu des échecs, des réussites. Au rang des échecs ou des erreurs ou des regrets, qu'est-ce que vous mettriez en tête? Et c'est pas facile. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je pense que là, vraiment, l'erreur que j'ai faite, c'est de donner trop d'importance aux circonstances du moment. Si vous voulez, pendant 5 ans où j'ai été président de la République, il n'y a pas une minute où les journalistes, ou même des amis à moi, m'ont dit « Nicolas, tu en fais trop, tu vas trop vite, tu vas trop loin, ils n'arrivent plus à te suivre ». La vérité, c'est que j'aurais dû aller plus loin et plus vite. Ça, c'est l'échec que vous concédez. Enfin, non, pas l'échec, mais enfin le manquement. Monsieur, ce n'est pas une question de concéder. Oui. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience, je suis lucide. Qui peut dire qu'il a tout fait bien? Qui? Mais oui, mais on apprend d'ailleurs de ces échecs beaucoup plus que au-delà de ça, est-ce que ça peut s'appliquer à une mesure, à une réforme que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas faite et que vous regrettez de ne pas avoir faite? Non, les réformes que j'ai mises en œuvre sur les 62 ans, sur l'autonomie des universités, sur le service minimum dans les transports en commun, je ne les regrette pas. J'aurais voulu aller encore plus loin en termes de maîtrise de l'immigration, en termes de lutte contre l'insécurité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin fantastique d'une alternance forte. Alors, j'ai l'expérience. J'ajoute une autre chose. Le pouvoir m'a sans doute mûri et appris, comment dire, la complexité des sentiments et des situations. En tout cas,
Vous dites qu'il y a besoin d'alternance forte, ou il y a une envie d'alternance forte. Il y a eu un sondage cette semaine qui a testé 3 propositions des candidats que vous êtes, parce que vous rejoignez sur ces propositions-là. Supprimer l'impôt sur la fortune, les Français sont majoritairement contre. La retraite à 65 ans, pareil. Et 300 000 fonctionnaires en moins, pareil. Les gens sont plutôt contre. C'est un sondage via Voice publié dans Libération. Est-ce que vous voyez là une envie d'alternance forte? Mais, pardon monsieur, si à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, on demande l'avis par sondage, à l'arrivée, monsieur... Ça compte? Non. Non, permettez-moi de vous dire, on a besoin, après avoir un président commentateur pendant 5 ans, qui blablatait avec les journalistes dans des proportions invraisemblables, il faut un président qui décide. C'est tout à fait normal, quand on pose ces questions, qu'un sondage instantané dise que les gens sont... Oui, mais ça ne sent pas le besoin ou l'envie d'alternance forte. Monsieur, excusez-moi, moi j'ai fait un certain nombre de propositions, et pas la retraite à 65 ans par ailleurs. Il y a des décisions à prendre, qu'elles soient populaires ou pas, je les prendrai, parce que ça sera le seul moyen de sauver la France. Mais encore faut-il convaincre les gens qu'elles sont nécessaires et qu'ils vous fassent confiance, puisqu'ils n'en veulent pas. Pour les convaincre, figurez-vous, c'est l'élection, c'est pas le sondage. On parle beaucoup de la primaire de la droite et du centre. La droite, on la voit bien. Le centre, c'est qui dans cette primaire? J'ai toute ma vie gouverné avec le centre. Non, mais c'est qui le centre, le candidat du centre? Il n'y en a pas, pour l'instant, puisque l'UDI n'a pas voulu ou pas pu présenter de candidat. Donc c'est la primaire de la droite? C'est la primaire de la droite et du centre, avec nos amis de l'UDI. Vous savez que pour ma part, j'ai prévu quelque chose de très clair. On ne peut pas passer un contrat de gouvernement avec une force politique qui ne serait pas complètement engagée à nos côtés. Un président de la République sans une majorité parlementaire forte, solide et cohérente ne peut rien faire. Regardez Hollande. Il est pris en otage par les écologistes, par les frondeurs, par l'extrême gauche. Je ne serai pas l'otage de M. Bayrou, qui a fait le choix constant depuis 15 ans de la gauche. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ces candidats qui sont en compétition avec vous, un qui est plus centriste que les autres? Ah ben c'est sûr que l'alternance que propose Alain Juppé et celle que je propose, c'est pas la même. Alain Juppé, et c'est son droit, propose une alternance où on change le moins possible. Donc c'est plus le candidat du centre? Sans doute a-t-il en souvenir l'expérience de 95, qui s'était terminée dans la rue. Moi, je pense que la situation est tellement grave qu'il faut une alternance forte, donc, franche Alain Juppé et immédiate. Est plus le candidat du centre? Disons que son positionnement est plus centriste. Et on a vu aussi pendant le débat que tous vos concurrents focalisaient vers vous. Est-ce que ça n'est pas une espèce de volonté de faire un bilan du quinquennat? Est-ce qu'ils ne vous reprochent pas finalement en creux, là aussi, de ne pas avoir fait un bilan du quinquennat? Vous savez, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Moi, je ne me donnerai pas le ridicule de critiquer des gens que j'ai nommés, soit Premier ministre, soit ministre. J'étais content de travailler avec eux. Ils vous doivent tout. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, je vous pose la question. Vous savez, à votre différence, moi je suis très mesuré. J'ai dit, je les ai nommés. J'ai gouverné la France pendant 5 ans avec eux. Vous ne croyez pas que je vais me donner le ridicule de les critiquer? Ils disent ce qu'ils veulent, c'est la liberté. La concurrence ne me choque pas. Et moi, je suis rentré dans cette primaire avec beaucoup d'énergie. Je suis un candidat comme les autres. Je ne demande aucun passe-droit. Vous ne et on va voir dans craignez 14 jours. Vous ne craignez pas un tout sauf Sarkozy au second tour? Monsieur, j'ai connu que ça dans ma vie. Ça ne m'a pas empêché, vous savez, de devenir président de la République. 2017, est-ce que ce sera le temps de la deuxième chance? On va accueillir Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, qui est avec nous ce midi. Bonjour Francis. Bonjour Nicolas Sarkozy. Françoise. Bonjour Madame Fressos. Heureux de vous retrouver. Avant de laisser la parole à Françoise, on va revenir sur votre parcours politique qui a commencé en 1983 à Neuilly. Quelques rappels en 3 séquences, extraites du documentaire de Gérard Miller qui a été diffusé sur France 3. Et Nicolas Sarkozy, donc, est reparti cap sur la présidentielle, Françoise. Quand on voit ces images, quand on voit votre combat gagné contre... qu'on a changé. Quand on voit votre combat gagné contre... C'est une grande école d'humilité, la politique. Quand on voit votre combat gagné contre Ségolène Royal en 2007, votre combat perdu contre François Hollande en 2012, évidemment, on pense à Monte Cristo, on se dit, est-ce qu'il y a un besoin de laver l'affront? Est-ce qu'il y a besoin de vaincre François Hollande en 2010? Non, Françoise Fressos, on se connaît depuis longtemps. J'ai beaucoup de défauts. Je n'ai aucune amertume, aucun désir de revanche. J'aime mon pays plus que tout. Je ne peux pas supporter l'idée du déclassement de la France. Je ne peux pas supporter l'idée que l'opposition soit devenue Madame Le Pen. C'est pour ça que je suis revenu, j'ai redressé ma famille politique, j'ai voulu organiser les primaires et je veux porter le message de la France profonde qui n'en peut plus. C'est François Hollande, le déclassement de la France? On peut dire que les 5 années que nous avons vécues
nous ont amenés plus bas que ce que moi-même j'imaginais. Je ne pensais pas qu'on pourrait mettre notre pays dans cette situation-là, de tension et de division. Il est au plus bas dans les sondages. On dit qu'il a livré des secrets défense dans un livre où vous dites qu'il blablate avec les journalistes. Est-ce qu'il est disqualifié pour le combat de 2017, François Hollande, à vos yeux? De mon point de vue, il était disqualifié par son bilan. Cette affaire vient rajouter une autre. Enfin, de quoi s'agit-il? Vous avez voulu faire le parallèle avec les États-Unis. Madame Clinton est menacée de poursuites extrêmement graves sur une affaire d'email, parce qu'elle aurait utilisé sa boîte personnelle pour des échanges professionnels. Quand vous pensez que notre président de la République a donné à vos confrères du Monde accès à des informations confidentielles défense, secret défense, c'est d'une gravité inouïe. C'est au Parlement de décider les suites à donner à Est-ce que ça veut dire que ça relève de la Cour de justice de la République? C'est au Parlement de décider, c'est pas à moi. Mais si jamais François Hollande décide de se présenter, est-ce que vous ferez ce combat en disant vous n'êtes illégitime à vous représenter? Non, moi je ne suis pas juge et je ne suis même pas parlementaire. Mais imaginez Françoise Fressos, si c'était moi qui avais fait ça. Le président de la République a des devoirs. Je connais la charge, je l'ai exercée. Et dans ces devoirs, il y a des informations qui peuvent mettre en cause la vie de nos soldats. Pour faire le malin, pour briller, aller montrer des plans d'intervention de nos armées, d'intervention aérienne, ça disqualifie celui qui est capable de faire cela. Vous-même, vous avez été victime d'un livre, La cause du peuple, écrit par Patrick Buisson, qui a été un de vos anciens conseillers. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu Patrick Buisson comme conseiller? Or, vous savez, d'abord, personne ne m'a jamais accusé d'avoir trahi les obligations de ma charge. Je regrette d'avoir eu un homme qui est capable d'enregistrer des conversations et d'en faire l'utilisation. Celui qui vous avait fait gagner en 2007, comme vous le disiez. Madame, si quelqu'un a gagné en 2007, c'est moi. Et si quelqu'un a perdu en 2012, c'est moi aussi. J'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités. Patrick Buisson, ça a été une erreur quand même de le mettre au cœur de l'État, au cœur de la machine de l'État. Il n'a jamais été au cœur de l'État. C'était un conseiller politique qui n'a participé à aucune décision d'État. En l'état actuel de la campagne, Alain Juppé est en tête dans les sondages pour la primaire. Une question, pourquoi est-ce que vous ne lui rentrez pas davantage dedans, vous qui êtes assez pugnace? En fait, vous l'épargnez assez, Alain Juppé. Mais attendez. D'abord, si vous permettez de revenir sur les sondages, d'après vous, pour gagner la primaire de la droite et du centre, il vaut mieux être populaire à droite ou à gauche? Tout dépend du corps électoral. Tous les mêmes sondages vous disent qu'en ce qui concerne la droite, c'est moi. Pourquoi je ne l'attaque pas? Mais parce que je respecte Alain Juppé. Parce que je ne veux pas donner... Est-ce que ça vous inhibe? Non. Est-ce que ça vous inhibe? J'ai passé l'âge de l'inhibition. Madame Fressos, je ne veux pas que la primaire de la droite et du centre donne le spectacle de la violence du combat entre Madame Clinton et Monsieur Trump. Alain Juppé et moi, nous avons suffisamment de différends politiques. Je veux une alternance franche sur l'immigration. Je veux la suspension du regroupement familial. Je veux une alternance franche sur la sécurité. La France et les Français sont menacés. Ils souhaitent une alternance plus de compromis. Je n'ai aucune envie, aucun intérêt et aucune volonté de l'attaquer à titre personnel. Mais vous voyez quand même Ça le contraste entre peu digne. François Bayrou, que vous attaquez extrêmement fort, et Alain Juppé, que vous ménagez en fait. Madame, ça n'a rien à voir. François Bayrou est un adversaire politique qui a voté les motions de censure contre Jacques Chirac et contre moi, qui a refusé de voter les motions de censure contre François Hollande, qui ne participe pas, François Bayrou, à la primaire, qui n'en respectera donc aucune des règles. Alain Juppé a été mon ministre. Demain, si je gagne, il m'aidera. Il pourrait être de nouveau votre ministre. Je l'aiderai. Et il pourrait être de nouveau votre ministre, éventuellement. Alors, Alain Juppé, hier, en Corrèze, avec Claude Chirac à ses côtés, qui a le soutien de Jacques Chirac, de sa fille. Est-ce que vous vous sentez un peu amer ou un peu seul? Enfin, j'imagine que Claude n'a pas fait parler son père. De la même manière que Bernadette Chirac, qui me soutient, ne fait pas parler son mari. Soyons dignes. Le soutien de Claude Chirac, elle fait ce qu'elle veut. C'est parfaitement son droit. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Vous n'allez pas me demander non plus si le petit-fils soutient Juppé ou moi. En revanche, je vais vous demander, est-ce que vous vous sentez un peu aussi héritier de Jacques Chirac ou pas du tout? Ou vous êtes toujours en rupture avec Alors, Jacques Chirac? comment dire ça? C'est compliqué, votre question. Vous savez, pour moi, Jacques Chirac a beaucoup compté dans ma vie. Et en même temps, vous l'avez beaucoup combattu. Attendez.
La vie, c'est complexe, Madame Fressoz. Je me suis engagé dans la vie politique à ses côtés. Je l'ai connu en 1975. Et sans doute n'aurais-je pas fait de politique si je ne l'avais pas rencontré. En même temps, on a eu des désaccords. Un peu d'ailleurs les mêmes qu'avec Alain Juppé. Jacques Chirac, sur la fin de sa carrière, a évolué vers une politique qui, au fond, pensait que la France était une vieille dame, qu'il ne fallait pas trop la bousculer. Moi, je pense qu'au contraire, la France a beaucoup de dynamisme, beaucoup de jeunesse, beaucoup de force, et qu'il faut des vraies réformes. Le rebelle. Une dernière question. Une dernière question. Rebelle. Vous avez dit jeudi, j'ai passé l'âge d'être rebelle. Vous avez dit jeudi que vous étiez prêt à une alliance avec le centre droit. Alors, une question très très concrète. Combien de circonscriptions vous pourriez réserver à vos alliés du centre? 5, 10, 15, 20, 30%? Non, d'abord on a protégé toutes les circonscriptions des sortants centristes. Ça sera une discussion que nous aurons ensemble. Mais dans mon esprit, c'est clair. Je me battrai pour que les Républicains aient une majorité absolue, parce que je ne connais pas de majorité parlementaire efficace sans avoir une majorité fidèle et solide aux côtés du président de la République. Le centre, ça sera tout petit dans votre coalition. Permettez-moi de vous dire, pour les régionales, je leur ai donné 3 têtes de liste. Pour les départementales, on a présenté des candidats uniques partout. Je crois à la nécessité de cette majorité. Je veux un contrat clair. Mais ces 5 années seront difficiles. Il va falloir changer profondément les choses. Donc d'abord les Républicains. Décidé à le faire. Donc d'abord les Républicains. Une dernière question, un peu plus personnelle. Vous avez une personnalité qui clive beaucoup. Est-ce que pour vous, c'est un atout ou c'est un handicap dans cette campagne? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, cliver beaucoup? Est-ce que la personnalité de Jacques Chirac n'était pas clivante? Est-ce que celle de François Mitterrand n'était pas clivante? J'ai un lien avec les Français. Ce lien, il est profond. C'est un avantage? Il est ancien. Ou un inconvénient? C'est même indispensable. Parfois, il se tend, parfois, il se distend, comme dans les familles. Merci. Et moi, je veux dire à ceux qui nous regardent, j'ai toujours autant de bonheur, toujours autant de plaisir à partager mes convictions. On va remercier Françoise. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. On en parle. Nous sommes bientôt 1 an après les attentats de Paris, de Saint-Denis, du Bataclan. Les attentats qui ont marqué le quinquennat de François Hollande. Sur ce point, vous lui reconnaissez une stature? Il a bien fait le travail? Non. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, Ces attentats n'ont pas marqué simplement le quinquennat de M. Hollande, ils marquent l'histoire de notre pays. 238 morts en moins de 2 ans. Est-ce que toutes les leçons qui devaient être tirées de ce drame ont été tirées? Ma réponse est clairement non. Je veux notamment interroger par référendum le 18 juin 2017 les Français. Je veux que le ministre de l'Intérieur puisse mettre en rétention administrative un certain nombre d'individus dont les services spécialisés nous auront indiqué leur dangerosité. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de questions, ça se règle par référendum? C'est une question majeure. Oui, mais est-ce que ça se règle par référendum? Est-ce que c'est les Français qui peuvent être capables d'être arbitres de ça? Parce que vous croyez que les Français ne sont pas capables de décider par eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité première du président de la République? Tout le monde parle de la démocratie participative. Oui, mais là, il est temps de redonner du crédit à la parole publique. C'est un changement dans notre état de droit. Pour moi, voyez-vous, l'état de droit, ce n'est pas l'État qui protège les coupables, c'est l'État qui protège les victimes. Donc, je reprends ma question, vous ne reconnaissez pas une stature particulière à François Hollande face à ces circonstances? Enfin, écoutez, si on était satisfait de la manière dont ça s'est passé avec 238 morts, je pense qu'il y aurait un problème très grave de lucidité. Le gouvernement, en tout cas, va publier, par ailleurs, là, demain, un guide du fait religieux en entreprise. Et par exemple, il y a plusieurs conseils qui sont donnés aux chefs d'entreprise. Autoriser la prière pendant les temps de pause, pas pendant le temps de travail. Des signes religieux autorisés, sauf si ça crée des problèmes d'hygiène ou de sécurité. Et puis un salarié peut faire le ramadan, mais son employeur peut le changer d'affectation, voire décréter des sanctions si ça gêne le travail. Est-ce que c'est une bonne idée de codifier la pratique religieuse? Moi, je souhaite qu'on donne le pouvoir aux chefs d'entreprise d'interdire toute manifestation de prosélytisme religieux dans son entreprise. Et comment? On va pas... Il faut interdire les signes religieux dans les entreprises? Si l'employeur et si l'entreprise le souhaitent, je ne vois pas pourquoi. Nous sommes un pays laïque, nous avons un problème avec un islam militant politique qui teste la résistance de la République. Nous avons des compatriotes musulmans qui ont parfaitement le droit de vivre leur religion et qui veulent la vivre tranquillement. Mais pas dans l'entreprise. Écoutez, je veux défendre notamment ces petites musulmanes françaises qui ont le droit de porter la mini-jupe, qui ont le droit de porter un jean, qui ont le droit de sentir leur fiancé. Juste une chose, est-ce qu'il faut interdire tout signe religieux dans les entreprises? Je suis pour que le chef d'entreprise puisse le faire, de la même manière que je suis absolument décidé à interdire le burkini sur les plages de France.
Je suis absolument décidé à interdire les horaires pour les femmes et les horaires pour les hommes dans les piscines. Et je suis absolument décidé à interdire qu'un mari, qu'un oncle ou un grand frère viennent décider du sexe du médecin qui traite sa femme ou sa fille à l'hôpital. Il nous reste quelques secondes, Nicolas Sarkozy. On va terminer par votre instantané, la photo qu'on vous a demandé de nous faire parvenir. C'est un peu des coulisses. Vous n'êtes pas sur le podium, là, mais vous allez y entrer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette photo? Écoutez, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de faire une photo. On ne peut pas dire que je sois le plus habile. C'est pas grave, mais c'est bien vous qui l'avez faite. C'est bien moi qui l'ai faite. D'accord. Et de ma place, ça doit être une des premières photos, d'ailleurs, que je fais comme ça. C'était 3 jours. La salle, je cite le nom, la Maison du Peuple. C'était bondé. C'est vraiment la France à qui je veux parler. C'est la France qui ne casse pas d'abribus, qui ne brûle pas les voitures, qui souffre et qui nous dit maintenant, c'est le temps de nous écouter. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir accepté notre m'avoir invitation invité. dans Dimanche.